plutôt que de me préoccuper de comment je peux soigner ma maladie le jour où elle m'arrive, peut-être serait-il bien que je me préoccupe de ma santé et de préparer donc mon corps et mon terrain physique et psychologique pour que je n'ai pas de raison d'ouvrir la porte à la maladie. AVS avec Philippe Robichon. Là, aujourd'hui, on peut dire à votre shiatsu, puisque Michel Oudoul est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Gros succès l'année dernière. Je vous le disais, vous avez été une des vidéos les plus vues de la chaîne YouTube de Beurre FM l'année dernière. Vous êtes un des pionniers de la médecine naturelle en France. Vous êtes praticien et fondateur de l'Institut français de shiatsu. Et vous êtes spécialiste des messages que notre corps envoie. Oui. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler de votre nouveau livre qui s'appelle « Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux » chez Albin Michel. Tout le monde se marre là, en ce moment. On se dit qu'est-ce qu'il raconte Michel Oudoul ? Comment on fait pour aller de mieux en mieux alors que nous allons tous les jours de plus en plus mal ? Je ne sais pas si nous allons tous les jours de plus en plus mal, c'est ce qui nous est dit et c'est ce qui est véhiculé partout, mais on peut se poser la question du fait peut-être que nous sommes dans une hystérie collective un petit peu excessive dans la manière avec laquelle on nous serine à longueur de temps, que c'est terrible, etc., etc. Je crois que mon propos dans ce livre n'est pas du tout d'être sur ce terrain-là, mais sur une idée qui est une idée de fond, qui est de se dire que plutôt que de me préoccuper de comment je peux soigner ma maladie le jour où elle m'arrive, peut-être serait-il bien que je me préoccupe de ma santé et de préparer donc mon corps et mon terrain physique et psychologique, éventuellement, puisque les deux semblent fonctionner ensemble, pour que je n'ai pas de raison d'ouvrir la porte à la maladie. Mais là, c'est trop tard. C'est une raison. L'ennemi est là. L'ennemi... Non, mais il fallait s'en occuper avant l'ennemi existe. Du terrain. Il faut s'occuper du terrain avant, mais vous savez, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui, si ça se trouve, ont croisé tel virus de la grippe ou tel virus autre dont on parle beaucoup, et que la plupart d'entre eux n'ont strictement rien eu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le terrain a été solide, à partir du moment où l'état global de santé de la personne a été suffisant pour répondre à l'agression, eh bien, l'organisme a répondu à cette agression. On constate d'ailleurs que dans la situation actuelle, ce sont plutôt les personnes fragiles et les personnes âgées qui sont concernées par ce qui se passe. Et que par conséquent, la notion du terrain, même dans le contexte actuel, est quelque chose qui est fondamental. Bien au contraire, plus nous sommes dans un état de crise comme nous sommes aujourd'hui, plus nous avons à prendre conscience que la qualité de notre terrain va nous préserver, va nous protéger. Bien. Vous, comment vous ne vivez pas dans une grotte ? Non. Donc vous vous informez normalement. Oui. Vous n'êtes pas déconnecté de toute information. Donc comment est-ce que vous appréhendez ce qui se passe en ce moment ? J'appréhende ce qui se passe comme toute situation particulière dans lesquelles il y a un potentiel de maladie. Mais tous les ans, il y a une maladie qui s'appelle la grippe saisonnière, qui a un potentiel aussi qui peut être particulièrement destructeur. Il y a plusieurs milliers de morts en France tous les ans qui sont liés à cette grippe saisonnière. Et donc, on se prépare à cela. On se prépare à la fois physiquement. Je pense qu'effectivement, si on dort suffisamment et qu'on est reposé physiquement parlant, on va déjà avoir une capacité de résistance à un certain nombre de situations et éventuellement d'agresseurs microbiens ou viraux, beaucoup plus que si on est fatigué, si on est épuisé ou si on est stressé. Nos modes de vie sont effectivement des modes de vie qui nous mettent en tension, qui nous mettent en pression. Le travail est quand même un lieu dans lequel beaucoup de gens emmagasinent des charges, emmagasinent des stress, emmagasinent de la fatigue, emmagasinent voire même des traumatismes émotionnels, des contraintes, des contrariétés, des frustrations qui, toutes s'accumulant, vont finir par peut-être fragiliser le terrain. Et là, à ce moment-là, eh bien, la différence va se faire entre ceux qui vivent ça et le subissent comme des victimes et ceux qui, face à ça, vont faire quelque chose. Et c'est un peu le propos de mon livre, c'est-à-dire c'est de comprendre comment, chaque jour au quotidien, quel que soit ce quotidien, parce que oui, nous avons parfois 2 heures de transport le matin, 2 heures de transport le soir, du stress au travail toute la journée, on rentre, il y a les enfants, il y a la maison, il y a le ménage, il y a la cuisine, il y a tout un tas de choses qui sont à faire, etc. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais la manière dont je peux éventuellement me donner quelques clés pour me préserver, ça c'est quelque chose qui est essentiel. Et franchement, quand je rentre du travail, je suis épuisé. Me consacrer 3 minutes, c'est pas terrible, 3 minutes, pour aller dans la salle de bain et juste prendre une douche chaude. Et après se sourire dans la glace. Exactement. Vous n'imaginez pas... C'est sérieux, mais c'est très sérieux. Je me suis bien marré quand j'ai lu ça, parce que vous donnez ce conseil, dire qu'il faut se sourire à soi-même. Oui. À quoi ça sert de se sourire à soi-même ? Ce qui peut-être, quand on prend un peu de recul,
se dire qu'on est un peu con-con. Eh bien, écoutez, je souhaite à tout le monde d'être un peu con-con. Je vais vous expliquer simplement pourquoi. Vous recevez à la maison un ami ou une amie. Elle se lève le matin, cette personne, qu'est-ce que vous faites en l'accueillant? Vous lui souriez, vous lui demandez si elle a bien dormi, comment elle va, qu'est-ce qu'elle aurait envie de prendre pour le petit déjeuner, qu'est-ce qui lui ferait plaisir pour sa journée. Nous sommes capables de faire ça pour quelqu'un d'autre. Et nous ne sommes pas capables de le faire pour nous-mêmes. Or, qu'est-ce que ça produit? Ça produit exactement la même chose que quand un petit enfant tombe, se fait mal au genou, et que sa mère vient, elle lui fait un bisou sur le genou, et elle lui dit « ça va mon petit chéri, c'est pas grave ». Il bondit, il jaillit, il est heureux, il est content de vivre, et il repart jouer. Qu'est-ce qui s'est passé dans son corps? Le vécu émotionnel, l'accueil, le respect, l'amour qu'il a ressenti, ont boosté un système neurovégétatif, un système endocrinien, et lui ont redonné une immunité et une capacité à combattre. Comment est-ce que vous comprenez, vous, qu'en cas d'épidémie ou de pandémie de coronavirus, ou en cas, si on prend l'exemple d'un groupe de touristes qui part quelque part, ils vont tous manger la même chose, on va dire que 90% vont avoir la tourista et 10% vont pas l'avoir. Comment est-ce que vous appréhendez ça, vous? On est à nouveau là dans une question de terrain. C'est-à-dire que tous ont été confrontés, mais c'est la même chose avec une simple grippe. Vous êtes dans une pièce, il y a 40 personnes, vous allez en avoir 30 qui vont avoir la grippe, 10 qui l'auront pas. On a tous été confrontés au virus, on a tous été confrontés à la bactérie ou à l'aliment qui n'a pas convenu, etc. Sauf que certains ont des organismes et ont des structures qui sont mieux à même de se défendre. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à réfléchir, à se dire que cette capacité à mieux se défendre, c'est peut-être pas une fatalité ou un hasard. Mais c'est peut-être quelque chose qui, comme un capital, s'entretient. La capacité immunitaire à répondre à quelque chose n'est pas un fait hasardeux. Elle est liée à ce que nous sommes, à la manière dont nous nous nourrissons, à l'hygiène qui est la nôtre, oui, mais aussi à la manière dont nous nous pensons. C'est-à-dire que même la médecine pure et dure vous dit que ce qui peut définir le sens de l'immunité, c'est la capacité à faire la différence entre le soi et le non-soi. Or, faire cette différence entre le soi et le non-soi, c'est déjà à minima avoir conscience de qui l'on est et de ce que l'on est. Et donc, sur ce plan-là, ce que nous sommes et la façon dont nous nous pensons est quelque chose de majeur. Alors, vous avez une méthode, tout marche par 5 chez vous, hein? Oui. Même les ikigai. Mais oui, parce que... Pourquoi est-ce que ce chiffre 5 est la base de tout chez vous? Le chiffre 5 est la base de tout pour 2 raisons fondamentales. La première des raisons, c'est que les références sur lesquelles moi j'argumente, et je dis bien ce sont les références sur lesquelles moi j'argumente, pas des références qui se veulent absolues, mais ce sont les références de ma propre connaissance, sont celles de la médecine traditionnelle chinoise. Et la médecine traditionnelle chinoise, c'est ce qu'on appelle la MTC, une vision pentaforme. C'est-à-dire, il y a 5 principes fondamentaux, il y a 5 structures, 5 émotions. Mais il faut savoir que ce chiffre 5 n'est pas un fait du hasard. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la manifestation, de la densité, de la matière, etc. Nous avons 5 sens pour percevoir le monde, nous avons 5 doigts aux mains pour le saisir, etc. C'est-à-dire que ce chiffre 5 est donc le fait sans doute que dans notre univers, où les choses ne sont pas construites par hasard, eh bien ce qui sont les pôles de référence même de ce qu'est la vie et le vivant peut se comprendre à travers une grille à 5 entrées dans laquelle on va avoir un certain nombre d'éléments qui seront propres à chacune d'entre elles. De la même façon que nous avons 5 lombaires qui portent notre corps et qui sont l'assise même de notre corps. Et cette relation aux 5 m'a permis, moi, de développer le fait que, oui, il y a 5 émotions de base, il y a 5 saveurs dans les aliments, et puis il peut y avoir, dans le rapport au quotidien, 5 façons de se comporter comme il convient, ce que j'appelle les justes comportements, et qui sont à la base même de l'état d'équilibre. Qui sont juste comportement, comme juste milieu, juste équilibre. Voilà. Donc ça aussi, c'est la base, c'est l'équilibre. C'est la base, c'est-à-dire qu'on est dans l'excès en rien. On n'est ni dans le trop, ni dans le pas assez. L'excès d'hygiène peut être pathogène. Même la médecine pure et dure le reconnaît. Nous reconnaissons aujourd'hui qu'il existe quelque chose qui s'appelle le microbiote. Nous reconnaissons aujourd'hui qu'il existe des micro-organismes qui sont à la surface de notre peau et qui nous protègent d'un certain nombre de choses. Si nous surlavons notre peau, nous nous mettons en fragilité par rapport à des agressions que ces micro-organismes auraient permis de protéger. Mais là, aujourd'hui, par exemple, le lavage des mains, plus que d'habitude, plus l'utilisation de ce gel alcoolique, nous protège de... Mais il nous protège, mais on le met en exergue aujourd'hui. Mais c'est un comportement à avoir chaque fois qu'on est dans un contexte où il y a une infection, quelle qu'elle soit. Chaque fois qu'on est dans un contexte où il y a une grippe, chaque fois qu'on est dans un contexte où il y a une maladie, quelle que soit cette maladie, les conditions et les critères d'hygiène de base fondamentaux sont bien évidemment essentiels. Nos grands-mères nous ont toujours dit de nous laver les mains. Oui, évidemment.
Quand est-ce que les populations se transmettaient des choses à certaines époques par méconnaissance des conditions de l'hygiène. Donc bien sûr que l'hygiène est un fait central et majeur. Mais l'hygiène n'est pas qu'un fait extérieur, c'est-à-dire qu'un outil mécanique qui est quelque chose qu'on utilise pour lutter contre quelque chose quand c'est là. Le terrain est déjà la première nécessité d'hygiène qu'est la nôtre. Et cette hygiène, elle est comportementale, alimentaire, psycho-émotionnelle, etc., etc. Bien. Au moins, ce que vous dites, c'est que finalement, les crises ont quelque chose de bon, puisqu'elles nous permettent de voir que quelque chose ne va pas. Oui. Ça va même au-delà, c'est-à-dire qu'en chinois, dans les idéogrammes chinois ou japonais, c'est le même idéogramme qui signifie crise et opportunité. Toute crise est destinée à permettre quelque chose. Alors évidemment, dans l'instant, elle est inconfortable. C'est un peu déjà ce que j'avais expliqué effectivement dans le précédent ouvrage que vous citiez tout à l'heure, dans lequel, à travers les liens que je mettais entre une pathologie et ce qu'on pouvait en comprendre, l'opportunité, elle est dans le sens. L'opportunité, elle est dans qu'est-ce que je fais de cette crise. Je ne peux aujourd'hui rien faire face à l'existence de la crise qui existe. Je ne peux rien contre cela, ça ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient en revanche, c'est que là, dans cette situation-là, moi, qu'est-ce que je fais ? Comment je me comporte vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres ? Quels sont les moyens que je me donne, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qui appartient, on va dire, à une espèce de nécessité culturelle fondamentale où je reprends la part de responsabilité qui est la mienne dans ce qui se passe dans la vie et dans le vivant. D'accord. Et donc finalement, quelle est la bonne attitude pour traverser cette épidémie, cette pandémie, cette crise du coronavirus ? La première bonne attitude fondamentale, c'est le respect de moi. Je m'occupe de moi. Parce que je m'occupe de moi, je vais être en bonne santé et en forme. Je vais donc avoir un rapport aux autres qui sera un rapport qui sera juste et qui comportementalement ne sera pas pathogène. La deuxième des choses ensuite, c'est que je vais essayer de rester, comme disait un de nos anciens chefs d'État, je vais essayer de raison garder. C'est-à-dire que je vais essayer non pas de ne pas rentrer dans l'hystérie, mais je vais essayer non pas non plus de minimiser les choses. Je vais juste essayer de poser les choses profondément à plat. Et ensuite de dire, je ne peux rien contre ce virus qui est présent, je vais me donner les moyens de faire face à lui. Et là vont pouvoir émerger ces justes comportements. Donc, le juste repos, le juste effort, le juste manger, le juste penser, le juste désir. Tous ces éléments qui sont des éléments fondamentaux du vivant. Ça, ce sont les fameux 5 justes dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Et ils sont constitutifs, véritablement. Ils sont constitutifs de ma capacité à faire face aux choses. L'immunité n'est pas un fait de hasard. L'immunité, c'est tout un système de protection et de défense, à la fois biologique et psychologique, qui fait que ma position et mon positionnement face au monde va être à la fois proactif et va être efficace, ou au contraire va me poser dans un statut de victime, et à ce moment-là va me fragiliser. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ces 5 justes ? À quel point de vue ? Je sais pas, ces 5 justes, c'est quoi ? Ce sont 5 justes comportements, c'est-à-dire que, par exemple, le premier d'entre eux, c'est le juste effort. Qu'est-ce que ça veut dire, le juste effort ? Ça veut dire que la vie et la solidité de la vie dépend de notre capacité à travailler et à faire des efforts. On le sait pertinemment pour la structure musculaire. Si vous êtes allongé longtemps parce que vous êtes malade, vous allez avoir de la fonte musculaire, vous allez perdre du muscle. D'accord. Et dans ce juste effort-là, vous incluez aussi l'activité psychique et mentale. Bien sûr. Parce que le mental se muscle, le mental se travaille. On le sait autrement, si on veut changer les termes, et j'en parle à certains moments, je l'évoque, notamment par rapport à des pathologies de dégénérescence, etc. Il y a une aide inimaginable à se faire travailler les neurones. Parce que la sollicitation ou l'effort qui est demandé à un cerveau, faire des mots croisés, faire des sudoku, réfléchir à quelque chose, lire, etc., oblige à la fabrication de connexions neuronales. Et ces connexions neuronales, qui font que l'information circule mieux et s'organise mieux en nous, elles participent à ce que nous sommes, et elles participent à notre capacité à mieux percevoir le monde et à mieux le comprendre. En médecine chinoise, ce sont nos émotions qui sont responsables finalement de tous les dysfonctionnements de la santé. Pourquoi ? Oui, l'émotion est très fréquemment à la base de cela pour une raison très simple, et on le sait aussi en médecine occidentale. On Première sait que cause de déséquilibre. Elle est immunodéprimante. Et que par conséquent, une émotion importante va avoir un effet. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très très longtemps, ça fait à peu près 2 ans je crois, publiée par l'université d'Aberdeen en Grande-Bretagne. Ils ont fait une étude intéressante sur quelque chose qui s'appelle le Takotsubo. Le Takotsubo, ça s'appelle comme ça parce que ça a été étudié par C'est pas le cœur brisé ? Ça s'appelle le syndrome du cœur brisé.
Et qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté qu'effectivement, les personnes qui vivent des séparations ou des pertes d'un être cher qui les impactent intensément, eh bien, ont effectivement des fibres musculaires du muscle cardiaque qui se déchirent, générant une cicatrice au niveau de ce muscle cardiaque qui les rend ensuite beaucoup plus fragiles au risque d'infarctus. On voit donc combien l'émotion peut avoir une action extrêmement puissante au niveau de notre réalité physique. Et donc, notre capacité aussi à être dans la meilleure gestion de notre rapport au monde émotionnel va nous aider et va nous protéger énormément. Mais à travers tout un tas de situations et de comportements. Par exemple, il faut savoir que nos états émotionnels sont à la base de ce que nous cherchons dans l'alimentation. Lorsque nous sommes pas très très bien, lorsque nous avons des insécurités, lorsque nous sommes dans un état de manque, nous allons avoir tendance à compenser. Nous allons chercher des saveurs précises. On va chercher de la saveur sucrée. On va chercher de la saveur acide pour exciter quelque chose. On va chercher de la saveur piquante. Et il faut savoir que cet équilibre aussi, il y a aussi 5 saveurs fondamentales. Cet équilibre aussi, il est essentiel. Et que, de la même façon qu'il y a le juste effort dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi le juste manger. On doit équilibrer. On va peut-être, et je propose par exemple dans mon livre, une espèce de petit jeu familial qui peut se mettre en place, qui est de constituer un petit cocktail de 5 saveurs. Des petites coupelles dans lesquelles il suffit juste de tremper son doigt, de sentir la saveur. Parce que la saveur, c'est une information. Cette information va au cerveau. Le cerveau donne à ce moment-là, à l'organe qui est censé la gérer, les commandes qui conviennent pour qu'il fabrique les sucs digestifs qui permettent de digérer la chose. Et alors, vous dites que les saveurs, donc il y en a 5, comme tout, donc acide, amer, le doux, le piquant et le salé. Oui. Et donc, ces saveurs, finalement, elles excitent les organes cibles. Alors, ça veut dire que quoi ? Chaque saveur est reliée à un organe ? Oui. Donnez-moi un exemple. Et c'est quelque chose... Prenons très simplement, par exemple, la saveur sucrée. Puisque c'est une des saveurs malheureusement dominantes chez nous, et c'est ce qui fabrique bien sûr des vagues de pathologies qui vont arriver et qui vont faire énormément de dégâts. La saveur sucrée, c'est une saveur qui a un lien particulier avec un organe qui est censé la gérer, qui s'appelle le pancréas. Le pancréas sécrète notamment de l'insuline, qui va permettre à la membrane de la cellule de laisser rentrer les sucres. Donc cette saveur sucrée, pour être métabolisée correctement, il faut que nous la sentions. Quand nous sentons cette saveur sucrée, l'information de la perception du sucre va au cerveau. Le cerveau demande au pancréas de sécréter de l'insuline. Le pancréas sécrète de l'insuline et le sucre est normalement géré. Sauf si on en consomme des très grosses quantités. Et c'est là où on va trouver le piège dramatique, par exemple, des édulcorants. Parce que si on croit se faire du bien en consommant du light avec des édulcorants, on se trompe totalement. Parce que qu'est-ce qui se passe ? On prend une boisson ou un mets dans lequel un édulcorant, puisqu'on pense que le sucre n'est pas bon, donne cette saveur sucrée. Eh bien, notre cerveau reçoit l'information saveur sucrée. Donc, il demande au pancréas de sécréter de l'insuline. Le pancréas sécrète de l'insuline, sauf qu'il n'y a pas de sucre à gérer. Donc, on se fabrique tout un tas de petites hypoglycémies, qui fait qu'au bout d'un certain temps, le cerveau réagit et dit « Mais quand il y a saveur sucrée, il n'y a pas de sucre. Donc, je ne demande plus au pancréas de sécréter de l'insuline. » Sauf que dans plein d'autres aliments, on consomme des sucres qu'à ce moment-là, on ne gère plus. Et voilà comment on va fabriquer les futures grandes pathologies, notamment par exemple l'explosion des diabètes qui est en train d'arriver dans le monde occidental. Bon, vous êtes dans votre livre, vous avez une véritable boîte à outils, ou une commode avec des tiroirs, avec des outils par exemple. Alors quels sont les outils de votre santé à vous, Michel Odoul ? À titre personnel ou ouais, à vous. Ah, mais à titre par exemple, vous avez un cocktail d'huile essentielle. Oui, il y a des cocktails d'huile essentielle, il y a des éléments en homéopathie, il y a des simples petits exercices qu'on peut faire. On n'imagine pas à quel point, par exemple, 2 phases clés qui s'appellent le réveil et le coucher ou l'endormissement vont déterminer tout un tas de choses à l'intérieur de nous. Et là, il y a des petits trucs très simples. Donc là, vous avez toute une série de rituels. Il y a toute une série de petits rituels. Mais parce que ce sont des rituels, on n'est pas dans la construction intellectualo-émotionnelle, on est dans une réalité biologique très simple. C'est que notre corps, notamment dans les fascias, mémorise pendant la phase... Les fascias, c'est-à-dire les tissus conjonctifs, tout ce qui entoure les os, les muscles, etc., tout ce qui remplit un petit peu comme les trous, ce sont des zones dans lesquelles, en fait, se fixent des mémoires. Et ces zones corporelles-là, eh bien, elles mémorisent pendant la phase nocturne tout ce qui est présent. Donc, si je m'endors avec des tensions musculaires, eh bien, je les mémorise pendant toute la nuit. Le lendemain matin, je redémarre sur ces mémoires. C'est la même chose. Justement pour ça, vous avez développé un outil de travail que vous appelez le sachet de thé à mettre à infuser le soir. Alors ça, c'est pour tout ce qui est le sens psycho-émotionnel. Parce que pour le physique, eh bien, il y a des petits trucs d'étirement
on se met en boule, on prend la position fétale, on prend une douche chaude pour détendre les muscles, parce que la chaleur est mieux décontractant, etc. Pour ce qui est de la question du sachet à thé, eh bien c'est exactement la même chose, mais sur le plan psycho-émotionnel. Si je m'endors sur des contrariétés, c'est comme si je mettais un sachet à thé infusé avec un parfum particulier dans une théière. Le lendemain matin, je vais m'endormir avec quelque chose qui aura infusé toute la nuit, qui s'appelle des contrariétés. Et que par conséquent, j'ai peut-être intérêt, très bêtement, très scolairement, comme un petit enfant, à me réciter une autre leçon. Et cette autre leçon, ça sera un autre sachet de thé. Pourquoi ne pas m'endormir sur une belle image, sur le fait de penser à quelqu'un que j'aime, sur le fait de penser à quelque chose que j'ai réussi? Or, qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps? Eh bien, c'est que nous nous endormons sur les contrariétés du travail, sur les choses qui ne se sont pas bien passées. Moi, je préfère penser qu'en faisant le choix du verre à moitié plein plutôt que du verre à moitié vide, ce qui est quelque chose qui est totalement irrationnel, mais qui est en tout cas un choix, en faisant le choix du verre à moitié plein, je vais avoir le lendemain un regard et une vision de ce que je suis et de mon quotidien qui me facilitera le sourire dans la glace dont vous parliez tout à l'heure. Mmh. Donc en ce moment, on va voir le verre à moitié plein. C'est un peu compliqué, hein, avec les informations qu'on nous répète toute la journée. Bien sûr. Sauf qu'on oublie une chose, c'est que toutes les informations négatives qui sont assénées, elles sont aussi immunodéprimantes. Pourquoi la science qui connaît ce qu'on appelle le placebo et qui sait à quel point c'est quelque chose qui peut soigner, ignore autant ce qu'on appelle le nocebo? Quand vous avez des autorités, quand vous avez des référents... Alors attendez, le nocebo pour tout le monde, parce que c'est vrai que le mot est moins connu que placebo. Voilà. Placebo, ça me plaît. Donc le placebo, c'est la façon avec laquelle, dans notre organisme, des mécanismes se mettront en route pour faire que nous allons mieux, voire éventuellement même pour guérir de quelque chose. Et c'est pour ça qu'en connaissant ce phénomène-là, on fait des études en aveugle pour des médicaments, notamment pour voir quel est le véritable effet du médicament et pas simplement le fait que ce soit prescrit par un médecin ait pu agir. Mmh. Mais il faut savoir que ce placebo, il a un corollaire inverse et négatif qui s'appelle le nocebo, c'est-à-dire que l'injonction que je vais donner peut avoir un effet nuisant. Il peut avoir un effet qui va générer une immunodépression, qui va faire douter la personne ou qui va s'effondrer. Il y a un grand cancérologue américain qui s'appelle Bernie Siegel qui a écrit sur ce sujet-là et qui a démontré un certain nombre de choses. Il y a un psychiatre lyonnais qui s'appelle Lemoine, je crois que c'est Frédéric Lemoine, il me semble, qui est un des spécialistes aussi du placebo, etc., qui parle aussi du nocebo et qui explique combien il faut faire extrêmement attention à ce que l'on dit dans le sens négatif des choses, parce que ça peut avoir un impact immunodéprimant et donc générer des conséquences négatives. Ce qu'on résume par le « je crée ce que je crains ». Je crée ce que je crains. La peur que j'ai de quelque chose va finir par le produire. On parle beaucoup de respiration en ce moment avec ce virus qui s'attaque aux bronches. Vous expliquez que bien respirer, c'est d'abord respirer par le nez, et ça s'apprend. Oui, absolument. C'est-à-dire, alors, il y a deux choses. L'importance de la respiration et la manière de respirer. Dans la manière de respirer, c'est vrai que la respiration est quelque chose qui doit se faire par le nez. Il y a plein de raisons à cela. La première d'entre elles, c'est que l'air qui rentre par le nez, il est filtré. Des mucosités, des poils, etc. vont retenir la plus grande partie des poussières qui peuvent exister. Pardon de vous couper, mais ça voudrait dire que ça serait une bêtise que d'enlever les poils du nez ? Je sais pas. J'irai pas jusqu'au terme bêtise, mais oui. Alors après, si le fait d'avoir une broussaille dans le nez est quelque chose qui nous gêne ou nous pose problème, ça peut aussi avoir un effet négatif. Mais bien sûr, les poils qui sont présents dans le nez, c'est pour filtrer les poussières. C'est notre filtre. C'est un premier filtre. Ouais. Il y en a d'autres, mais c'est un premier filtre. Acclimatisation. La deuxième chose, l'intérêt de la respiration par le nez, c'est quoi? C'est très simple et très basique. C'est que l'air qui rentre par le nez, il traverse tout un circuit qui fait qu'il se réchauffe. D'un air ambiant de 23 degrés arrive dans les poumons un air qui est aux environs de 30 ou 32 degrés. Il y a donc un réchauffement important qui protège les poumons et évite d'avoir besoin de faire remonter de la température. Mais ça va encore au-delà de ça. C'est que cette élévation de la température, elle est importante parce que cet air qui vient de rentrer par le nez pour rentrer dans les poumons, il passe juste derrière une glande qui s'appelle la thyroïde. Glande qui participe à tout l'équilibre et à toute la vitalité, au dynamisme des métabolismes du corps. Si je respire par la bouche, l'air est plus froid et va faire baisser la température de fonctionnement de ma thyroïde d'un demi, voire 1 degré, voire même éventuellement parfois 1,5 degré, et avoir pour conséquence que ma thyroïde va se mettre en sous-fonctionnement et qu'un certain nombre donc de fonctionnements métaboliques vont eux aussi être en sous-fonctionnement.
Le dernier des intérêts, c'est que de faire rentrer l'air par le nez, ça l'humidifie. Et cette humidification de l'air facilite le travail au niveau des bronches et des bronchioles pour éliminer les dernières poussières éventuelles et pour protéger la muqueuse interne des poumons. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce que vous conseillez comme huile essentielle? Donc, vous en conseillez 3 de base, 2 archétypes et une huile clé. Qu'est-ce qu'il y a dans votre trousse à outils? Bien, Michel Audouze. Il y a des huiles fondamentales. Il y a des huiles qui sont, comment on va appeler ça, des sauveteurs universels. Hein. L'un d'entre eux qui est assez connu, c'est Melaleuca alternifolia, qui s'appelle Tea Tree. C'est une huile qui est magnifique parce qu'elle permet de traiter des petites dermatoses, elle permet de traiter des petits états infectieux. Il y a même des études qui ont été faites par un chercheur dans la région de Montpellier, dont j'ai perdu le nom, il faut que je le retrouve très vite. C'est le fait que, par exemple, dans les cas d'herpès buccal ou etc., vous mettez une petite goutte de tea tree directement sur la zone où il y a l'herpès, ça éradique à 98% le virus de l'herpès. On a donc des choses magnifiques avec les huiles essentielles. Vous avez des huiles essentielles, je parle aussi de l'amande poivrée que j'appelle la dynamite, qui est quelque chose qui est une huile essentielle qui est à la fois expectorante, bronchodilatatrice, etc. Donc par exemple, j'ai une quinte de toux, j'ai des petits spasmes comme ça. C'est une huile qui peut me faire un bien fou, à condition que je respecte bien sûr les précautions d'emploi, et etc. Parce que ce sont des huiles puissantes. Si je l'appelle la dynamite, ça n'est pas pour rien. Puis ensuite, il faut respecter, on le dit jamais assez. Absolument. Et on ne le répète jamais assez, les huiles essentielles, c'est une médecine naturelle, puissant. Mais c'est pas une médecine douce. Il faut vraiment faire la différence. C'est-à-dire que c'est pas du tout anodin, ça ne se prend pas n'importe comment, ça ne se prend pas sur des longues périodes, et il faut surtout pas imaginer que parce que je double ou triple la dose, ça va être plus efficace. C'est même souvent l'inverse. Parce que là, si je vous écoute, amande poivrée, je me dis, je m'en colle sous le mouchoir et je me coule le mouchoir sous le nez en ce moment. Bien sûr, mais si vous mettez amande poivrée directement sur des muqueuses, vous allez voir comment c'est joyeux. Ça pique, ça chauffe. Voilà. Donc ça n'est pas véritablement ce qui est le plus adapté. J'ai une migraine, un début de migraine, je m'en mets une toute petite goutte sur, mais une goutte à peine sur le petit doigt, un tout petit peu j'applique sur les tempes, et je vais pas au-delà. J'ai un petit peu les bronches qui sont un peu prises, je sens que je vais un peu tousser ou j'ai un peu de mucosité que j'arrive pas à évacuer. J'en mets 1 à 2 gouttes sur un petit morceau de sucre ou dans une petite cuillère de miel que je prends. Et j'inspire fortement, etc. Mais on ne va pas aller mettre ça sur les muqueuses. Il ne faut surtout pas mettre ça au niveau des yeux, etc. Bien sûr qu'il y a ces précautions qui sont des précautions fondamentales à prendre. Il y a une huile essentielle magnifique, par exemple, justement pour toutes les problématiques de type viral, qui s'appelle thym cététujanol. Donc il faut être très prudent sur le chémotype. C'est le chémotype tujanol du thym qui est particulièrement actif comme ça. Donc ce chémotype, c'est le type chimique biodéfini. D'accord. Et donc ça, c'est une caractéristique qui vous signe que l'huile essentielle que vous achetez est une huile essentielle de qualité. Quand vous achetez une huile essentielle dont le type biochimique n'est pas biodéfini, c'est mieux de ne pas la prendre. Allez plutôt vers une huile essentielle dont le type biochimique est biodéfini. Vous évoquez la pleine conscience. Vous définissez ce que c'est que la pleine conscience? Oui, la pleine conscience, c'est notre présence ici et maintenant à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Je vais illustrer ça d'une façon extrêmement simple. Par exemple, comment mangeons-nous aujourd'hui? Nous sommes dans la street food, nous sommes dans un environnement dans lequel nous avons des écouteurs sur les oreilles, nous sommes en train de taper des SMS, nous sommes en train de lire des textes, de lire un journal, etc., tout en nous nourrissant et en mangeant. Ce qui fait qu'en fait, nous sommes à tout, sauf à ce que nous sommes en train de faire, qui est d'ingérer de la nourriture, c'est-à-dire de la vie. Et par conséquent, à partir du moment où nous ne sommes pas présents à ce que nous sommes en train de faire, eh bien, vous demandez à quelqu'un qui vient de manger de cette façon-là de vous définir les saveurs qu'il a ressenties pendant qu'il s'est alimenté. Et vous allez voir que la plupart du temps, nous sommes absolument incapables de les définir véritablement. Ce qui signifie en fait que ce qui était censé nous apporter des nutriments, nous ne l'avons pas perçu. La pleine conscience, c'est revenir à ce que nous sommes dans l'instant. J'interviens par exemple dans un DU de médecine à Strasbourg où tout un panel de médecins viennent justement apprendre ce que c'est que le mindfulness, donc la pleine conscience, c'est-à-dire comment revenir à soi et être ce que je suis dans le moment où je suis et dans le moment où je fais quelque chose. Si je suis en train de travailler sur un dossier donné, je me préoccupe de ce dossier. Si je suis dans ma salle de bain en train de m'occuper de moi, j'essaye d'éviter de penser à autre chose. Je suis dans un rapport à moi-même où je deviens le centre de ce que je suis. Si je suis en train d'expliquer quelque chose ou de me préoccuper de mon enfant, je m'occupe de lui et je suis dans ce moment-là.
La médecine traditionnelle chinoise nous dit que la santé naît de l'unité, que la maladie naît du morcellement. Nous sommes morcelés, nous sommes splittés, parce que nous sommes en permanence à tout, sauf finalement à ce que nous sommes en train de faire. Or, la conscience n'est pas quelque chose qui est une abstraction et une création virtuelle. La conscience, c'est quelque chose qui est le siège de ce qu'on va appeler notre esprit, en prise avec notre réalité physique et biologique. Elle nous anime, et la façon dont elle est présente à ce qu'elle nous anime, eh bien, va être déterminante. C'est ce qu'on voyait dans la manière avec laquelle j'expliquais le sens justement des symptômes ou des pathologies. On dit en médecine chinoise que la médecine apparaît quand la conscience quitte la zone du corps où elle était. Et vous arrivez à tout expliquer ? Tout expliquer, ça serait d'une prétention inimaginable. Mais ce qui est important, c'est pas d'arriver à tout expliquer, c'est d'en expliquer chaque jour un peu plus. Michel Odoul, votre nouveau livre s'appelle « Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux » chez Albin Michel. Qu'est-ce qu'on prend chaque jour pour aller de mieux en mieux dans cette période de pandémie, de coronavirus ? On prend soin de soi. On réouvre son cœur, on se remet à faire confiance à la vie, on se donne les moyens de se sentir bien, donc on se repose. Alors c'est difficile, on évite de se stresser, on évite de perdre confiance. On comprend que oui, la vie est parfois un risque à prendre et que c'est quelque chose d'extrêmement important à accueillir. Plus on est dans une capacité à accueillir la vie en soi, plus on est dans une capacité à se sourire dans une glace. Je sais, ça fait rire, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Un des secrets, par exemple, de la longévité à Okinawa, c'est ce qu'on appelle l'ikigai. Qu'est-ce que c'est que l'ikigai si ce n'est une façon d'être et une philosophie de vie ? Enfin, vous en avez 5. Hein. Je croyais en maîtriser 1, vous en rajoutez 4. Oui, parce que dans chaque plan de notre vie, nous avons la possibilité à amener ce qu'on appelle de l'ikigai. L'ikigai, c'est une philosophie de vie, c'est une mission à vivre. C'est sa mission de vie. C'est sa mission de vie. C'est voilà. Je décide chaque jour. Je sais qu'il y a des gens qui sont très passionnés par ces questions de d'ikigai. Vous regarderez dans le livre de Michel Odoul la façon dont il l'aborde et quels sont les 5 ikigai qu'il propose. Qu'il suggère. Voilà. Vous revenez quand vous voulez, Michel Odoul. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. Merci de m'avoir accueilli. Très belle journée santé sur Beurre FM.